JCC, nous ne pouvons qu'être heureux de vous accueillir ce matin parmi nous. Merci au public d'être présent, à nos invités d'avoir répondu à cette invitation. Vision belge, regard sur le cinéma belge. C'est autour d'un cinéma distingué que nous allons échanger dans le cadre de cette rencontre. Nous nous intéresserons au cinéma belge, caractérisé par ses œuvres innovantes, diverses, par ses problématiques universelles traitées. Il n'est pas aisé de définir ce cinéma. Son ouverture fait sa force et cet échange mettra en lumière le rapport qui unit nos deux cultures, voire les plusieurs cultures, tunisiennes, belges et autres. Un échange qui peut aussi avoir une portée sociale, économique et autres. La production belge rayonne depuis des années à l'international. D'une manière précise, durant cet échange, nous allons traiter des tendances actuelles du cinéma belge, des conditions de production et des diffusions, et des opportunités de collaboration entre la Tunisie et la Belgique. Nous sommes très heureux de vous présenter nos invités. Ils prendront part à la discussion. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous M. Christian Salins, délégué général de Wallonie-Bruxelles, M. Thierry Michel, réalisateur, documentariste, président du jury des JCC Doc durant l'année 2017. L'Empire du silence, son dernier film en date, est programmé cette année. Monsieur Hassan Deldoul, réalisateur et producteur tunisien, il a un nombre très important de films à son actif et a coproduit La Promesse en coproduction avec les frères Dardenne. Monsieur Thierry... excusez-moi. Selim Griba et Sarah Rabidi, ainsi que Sahbi Kraïm. Selim Griba et Sarah Rabidi sont réalisateurs tunisiens. Sahbi Kraïm est directeur spécialiste en post-prod, installé en Belgique. Monsieur Kamel Benouanes est parmi nous, ainsi que Sislim Dargeshi, directeur du CNCI. Excusez-moi. Le premier axe traitera des tendances actuelles du cinéma belge. Les JCC cette année ont sélectionné au moins 7 films inédits, comme L'Empire du silence, Les Intranquilles, Lola vers la mer, etc. Nous aimerions commencer par... On invite M. Slim Dargeshi pour donner le mot de bienvenue. D'accord. Bienvenue tout le monde. Donc, je ne vais pas ajouter grand-chose, juste que voilà, c'est une bonne occasion à la fois de parler du cinéma belge et voilà, de la particularité du cinéma belge, et puis des connexions qui peuvent être créées entre le cinéma tunisien et le cinéma belge, entre producteurs tunisiens et producteurs belges. Donc à la fois sur le plan artistique, mais aussi sur le plan institutionnel, sur le plan des accords de coprod. Donc voilà, je ne vais pas faire long. Merci, M. Slim. Au nom de la direction du Festival de Carthage, je souhaite le bienvenu à nos invités,
notamment M. Thierry Michel, qui est venu spécialement pour nous pour présenter un film tout à fait exceptionnel, L'Empire du Silence, et qui s'inscrit parfaitement dans la vocation de notre festival. Nous avons préparé cette section depuis belle lurette. Elle a été programmée l'année dernière, mais pour des raisons que vous connaissez, on l'a reportée cette année. Je trouve que c'est une section très intéressante parce que nous donne l'opportunité de découvrir un cinéma belge plein de vitalité, de force et qui nous interpelle à plus d'un titre. Il y a une nouvelle génération de cinéastes belges qui a suscité tout à la fois notre curiosité et notre passion pour le cinéma, et nous offrons cette opportunité à notre public à Carthage. Cela s'inscrit dans la ligne éditoriale de GCC, dans le sens où on invite régulièrement, nous représentons le cinéma du Sud et nous invitons un pays du Nord. C'est la preuve que Carthage, il y a eu lieu d'échanges, de dialogue, d'autant plus que nos cinémas du Sud sont à 95% sont coproduits par des partenaires du Nord. Et c'est à ce titre, précisément, que s'inscrit le programme de cette table ronde. Autant pour revisiter ou visiter le cinéma belge d'aujourd'hui et peut-être d'hier, puisque nous avons quand même un pionnier de notre cinéma national qui avait collaboré avec des partenaires belges, notamment M. Hassan Deldoul, mais aussi pour essayer de réfléchir ensemble sur la possibilité d'établir des connexions, comme l'a dit Céceline, avec la Belgique, parce qu'on aimerait bien que cette coproduction ne soit pas forcément officialisée, mais qu'il puisse suivre des canaux plus transparents et plus protégés. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à Serif. Discuter du cinéma belge, quelle est sa portée, la portée du cinéma belge, quelle est sa définition d'un invité à un autre, et comment il a surtout évolué au fil des années, si on pouvait revenir sur ça. César Pikraïm étant tunisien installé en Belgique, vous avez travaillé sur plusieurs films belges et en coproduction. Vous pouvez nous parler de ça? Merci, c'est un moment très émouvant parce que être ici dans mon pays, la Tunisie, pour parler d'un pays qui est cher à mes yeux, la Belgique, c'est beaucoup d'émotions. Très heureux d'être parmi vous. C'est vrai que peut-être la force du cinéma belge, c'est qu'il est indéfinissable. Et il est indéfinissable pour plusieurs raisons. Pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais surtout parce qu'il est complexe, multiple. Comme vous savez, il y a déjà, on va dire, deux aspects. On a un cinéma belge francophone, on a un cinéma belge néerlandophone, on va dire du côté de la Flandre. Et déjà, on a déjà deux cinémas. Là, et la liste et la subdivision peut encore aller beaucoup plus loin. En fait, le cinéma belge francophone, pour commencer par celui-là, je pense qu'il a beaucoup à inspirer d'autres cinémas, notamment en Tunisie, par sa volonté d'exigence et aussi d'ouverture. Je pense que le cinéma flamand veut s'inspirer beaucoup plus du côté anglophone, et beaucoup plus d'inspiration anglophone, mais encore une fois avec des ponts entre ces deux régions. C'est des films, le cinéma belge. Je pense que c'est des films, c'est des écoles, c'est une manière de faire, c'est aussi une sérénité. On fait le cinéma belge sérieusement, mais sans se prendre au sérieux.
Et ça, c'est important. Je pense que c'est cette nuance. Le cinéma belge, c'est plus de 800 sélections en festival, c'est plus de 140 prix en 2020. Le cinéma belge, c'est des réalisateurs étrangers installés en Belgique. C'est des films en coproduction. Donc je pense que définir le cinéma belge, oui, c'est un défi. Et est-ce qu'on a envie de le faire? Et du coup, je pense que c'est peut-être, on aura une petite partie, une petite vision du cinéma belge en fin de journée aujourd'hui, mais je dirais que le cinéma belge, c'est avant tout une diversité, une complexité. Merci Sardi. Sersan Datoul, en se basant sur votre parcours et votre carrière, que pouvez-vous nous dire sur le cinéma belge? Bonjour. Je voudrais d'abord intervenir pour rectifier un petit détail historique. Les relations entre la Tunisie et la Belgique en matière de cinéma ont commencé il y a très longtemps, il y a presque 50 années. Je me rappelle très bien, j'étais coproducteur et aussi le coproducteur délégué, le producteur délégué tunisien d'un film en 1973, Le fils de Amr est mort, de Jean-Jacques Mondrian. Pourquoi j'ai fait ce film-là? Ce film-là, je l'ai fait parce que je considérais la Belgique en état de vouloir obtenir son indépendance de l'hégémonie de la culture française, où on puisait de la Belgique ses acteurs économiques, ses comédiens, son marché au profit de la France, alors qu'elle, à l'intérieur, elle ne pouvait pas développer son propre image qu'elle crée. C'est exactement comme la Tunisie, qui à l'époque était en train d'accueillir toutes les cultures du monde, surtout américaines et européennes, par la France, à travers la langue française, et qui n'arrivait pas à créer sa propre image à partir des techniciens tunisiens. Donc on était dans le même mouvement. Et c'est grâce au fait, d'ailleurs, la Belgique s'est développée, à mon avis, grâce au fait qu'il y a eu une école de cinéma absolument extraordinaire, rayonnante, d'INSAS, qui a fourni au monde, non seulement à la Belgique, mais au monde, des techniciens de très grande valeur, qui ont permis à faire des cinémas, des films, que ce soit dans notre pays, que ce soit en Algérie ou au Maroc, et en même temps en Belgique. Donc c'est tout ce mouvement dans lequel, personnellement, je me suis inscrit pour pouvoir faire du cinéma, que ce soit de mon pays, pour créer ce qu'on appelle la notion du nouveau cinéma arabe, en produisant des films comme Beyrouth la rencontre, si vous vous rappelez de notre ami Boren Araoui qui vient de nous quitter, ou des films égyptiens qui sont dans le même type de tendance, ou des films qui ne sont pas faits uniquement pour faire le plaisir, la danse et les chants, mais qui vont s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays et à donner une autre image que celle que galvaudée qu'on veut donner. C'est un peu pourquoi, disons, j'ai commencé dans ces années et j'ai continué plus tard avec La Promesse, donc c'est plus tard, largement plus tard, le même relationnel entre la Belgique et la Tunisie. Voilà. Et puis... Monsieur Thierry Michel, qu'est-ce qui distingue le cinéma belge d'après vous? Notre responsabilité, parce que je ne suis pas critique, et je rejoins ce qu'il dit. D'abord, il y a deux cinémas, très clairement. Le cinéma néerlandophone, comme tu l'as si bien dit, est totalement orienté vers une efficacité narrative anglo-saxonne. C'est sa force. Il a un public. Il a un public incroyable. Le cinéma francophone est très divers.
évidemment, il y a deux écritures, documentaire et fictionnelle. On pourra parler peut-être de l'écriture documentaire, mais en fiction, c'est vrai que ça va des Dardennes à Chantal Akerman, si on prend des historiques. Mais donc, un éclatement, on ne peut pas dire... Il y a quand même une certaine différenciation entre des films qu'on peut classer wallons et des films bruxellois plus universels. Pas plus universels, non, plus cosmopolites. Ça, c'est vrai. Ça se marque. Je pense que les structures aussi en Belgique fédérales sont évidemment extrêmement importantes dans la définition des cinémas belges, puisque ce n'est pas les mêmes ministères auxquels on s'adresse si on est francophone, néerlandophone, et en plus il y a des aides spécifiques si on est wallon ou bruxellois. Donc ça permet de différencier quand même pas mal les cinémas. Du côté francophone, il y a eu quand même pendant de longues années l'influence du cinéma français qui est un cinéma d'auteur, qui a créé un ghetto, il faut dire la vérité, qui a créé des beaux films qui ont été dans de nombreux festivals. Chantal Akerman, c'est le type même de film qui était à Cannes et qui était reconnu partout. Mais pour donner un exemple qui est tragique, puisqu'elle a mis fin à ses jours, sur son dernier film, elle a eu par exemple à Mons une avant-première où il n'y avait personne. Donc ça, c'est vraiment les impasses du cinéma d'auteur, à un point inimaginable. On est à la fois extrêmement soutenu par l'État, mais extrêmement déserté par le public. Ça, c'est une dérive qui me semble extrêmement dangereuse. Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes. Ici, vous avez Stéphane Sacker, Joachim Lafosse qui présentent leurs films. Joachim, je l'ai eu comme étudiant. Voilà, qui sont beaucoup plus soucieux d'une rencontre avec le public, qui sont en osmose avec la société, que ce soit d'un point de vue social pour Stéphane Sacker, qui se greffe sur des faits divers qui ont une valeur universelle, mais qui ont secoué la société belge à partir duquel il fait un film, qui ont fait souvent l'objet de documentaires prestigieux avant de devenir transfigurés par la fiction. Et Joachim Lafosse, c'est l'introspection psychanalytique de l'âme humaine dans toutes les relations qui peut se jouer au sein du microcosme familial. C'est bien sûr totalement universel. Apparemment, son film est en train de faire un carton en France inimaginable pour un film qui n'est pas un film à grand budget, qui n'est pas un film avec des moyens énormes. On est dans un cinéma intimiste. Voilà, après il y a la veine des frères Dardenne, la veine sociale, très marquée très wallonne, très marquée sur son environnement. Ils ont fait tous leurs films avec des équipes locales. Ils ont tout ancré à peu près, même pas dans une ville, dans une commune, la commune de Serein, à peu près 80% de leur production est là. Voilà, et qui ont réussi à glaner un nombre extrêmement important de films, dont 2 Palmes d'Or. C'est quand même passé, avec aussi des films extrêmement minimalistes, par exemple Le Refus de la musique. Donc aucun effet, c'est d'une sobriété janséniste. Voilà, c'est une autre branche du cinéma belge. Alors il y a le documentaire, qui a été quand même extrêmement important, je dirais, et très marquant il y a une vingtaine d'années. Le documentaire belge était vraiment reconnu de par le monde. Pour une raison très simple, on est un petit pays, la Tunisie, on n'a pas beaucoup de moyens. Je me souviens d'ailleurs, je ne sais pas parce que j'étais eu comme étudiant, si je l'avais dit, mais je disais toujours aux étudiants, vous arrivez dans l'école de cinéma, vous êtes combien là? Vous êtes en première année, 50, en deuxième année, heureusement plus que 15. 15 à l'IAD, parce qu'il y a 2 écoles de cinéma, il y a l'IAD et il y a la SAS qui ont SMB, Joachim Lafosse par exemple, c'est l'école de l'IAD, les Dardennes c'est l'IAD. Voilà, 15 dans chaque école, 30 élèves. Vous êtes 30 élèves. Qui veut faire un long métrage de fiction? Évidemment, tous les bras se lèvent, je dis c'est très bien. Vous savez combien de réalisateurs sont reconnus et ont le statut de réalisateur? 1100. Ok, on va ajouter les 30. Vous savez combien on fait à l'époque, je parle d'il y a 15 ans, 15-20 ans, combien on fait de longs métrages documentaires par an? Maximum 10. Donc en un siècle, vous avez l'espoir de faire un film. Malheureusement, certains d'entre vous, et ça s'est confirmé par un Joachim Lafosse, vont faire un film tous les 2 ou 3 ans. Donc ça retarde un peu l'échéance,
Si vous êtes sans terre, ça ne suffira pas. Je pense que la leçon passait très bien, parce que c'était de leur dire, bien sûr qu'il y a la fiction, mais vous allez au casse-gueule. Pour 90% d'entre vous ne ferez jamais un film de fiction. Donc vous allez sortir des écoles avec un espoir énorme, et vous allez vous retrouver à aller mettre des bouteilles dans des casiers des distributeurs automatiques de Coca-Cola, et vous allez cultiver une amertume profonde. Donc, tournez-vous vers un autre genre qui peut être extrêmement créateur, parfois même plus créateur que la fiction parce que moins codé, avec une liberté de langage qui va de la poésie, la sublimation poétique du réel la plus marquée à évidemment l'analyse sociologique d'une communauté, d'une réalité. Tournez-vous vers le documentaire, il y a des possibilités d'écriture multiples. Et j'ai essayé d'ouvrir les étudiants, évidemment, en leur montrant aussi toutes les écoles du cinéma documentaire, la russe, la brésilienne, l'américaine, enfin avec toute la diversité d'écriture possible, la chilienne, enfin voilà, tous les pays. Mais voilà, pour que chacun puisse éclore avec ce qu'il portait en lui, mais l'exprimer, pouvoir l'exprimer par le documentaire. Et donc il y a eu, à un moment donné, la Belgique s'est montrée sur la scène internationale extrêmement importante au niveau du documentaire. Ça a un peu changé. Ça a un peu changé parce que d'autres pays ont développé du documentaire d'auteur, dont la France, bien évidemment, avec des moyens, un nombre de producteurs, etc., beaucoup plus important. La Belgique, comme je vous dis, c'est des entités différentes. Nous, on est de la Belgique francophone, rien à voir avec la Flandre. Si on prend la Belgique francophone wallonne, on est à pas 4 millions, je pense, enfin on va dire 4 millions d'habitants, c'est toi qui sais. 4,5 quand même. Un francophone, oui, monsieur, on prend la Wallonie, francophone. Donc c'est, je ne sais pas combien fait Marseille, mais je me dis que ça peut-être un petit peu plus que la ville de Marseille, quand même. Mais bon, ce n'est jamais que la moitié de la ville de Paris. Donc voilà, il faut connaître. Hein. Il faut connaître qu'on est avec des moyens qui sont quand même extrêmement réduits. Les Tunisiens, je pense, connaissent très bien cette situation aussi. Donc cette concurrence est forte. Mais c'est vrai que par rapport à la France, notre présence dans les grands festivals est quand même surprenante. Encore cette année à Cannes, dans les différentes sections, je pense qu'il y avait 7 films. 10 films. Voilà, c'est quand même assez étonnant. C'est donc totalement disproportionné par rapport aux grands pays. Ce qui prouve qu'il y a cette vitalité. Alors, je pense aussi que la Belgique en a été extrêmement bien irriguée dans les écoles de cinéma, et j'ai vécu ça, je veux dire, mon cinéma reflète ça. On a eu cette chance incroyable, en faisant les études de cinéma, de se retrouver avec des gens venus des 4 coins du monde. Les Algériens, l'IAD c'était plutôt les Algériens, là ça c'était plutôt les Tunisiens, il y a eu des Algériens comme Belkacem, mais c'était beaucoup des Tunisiens, des Marocains, des Congolais, des Brésiliens. Et ça c'était... Et les Belges étaient minoritaires en fait. C'était incroyable. Mais ça a été une force terrible qui nous a ouvert des horizons. Donc ça nous a permis d'être tout de suite dans une internationalisation de l'esthétique, de la thématique, de notre réflexion, de notre ouverture au monde. Et pour dire un exemple de ces années d'études, Dieudonné Ngangura, cinéaste congolais bien connu, qui a eu les talons d'or de Yamanja au FESPACO, congolais. J'ai fait 11 films au Congo. Brahim est algérien, c'est un frère, plus qu'un ami, il vient de décéder. J'étais très affecté par sa mort parce qu'il est mort c'est un cinéaste qui est mort dans l'oubli alors qu'il avait été un des grands poètes du cinéma maghrébin. Il avait aussi eu les talons de Yamanja, avec Histoire d'une rencontre. Était algérien, il m'a fait découvrir le Maghreb. J'ai fait plusieurs fois le voyage, comme font les immigrés par là, la France, l'Espagne, le Maroc et finalement l'Algérie. Et j'ai fait des films au Maroc, mais c'était vraiment lié à notre relation, à notre rencontre et à cette traversée de son pays où j'étais longuement avec lui. Et puis De Oliveira, qui a vécu au Brésil, portugais ayant vécu au Brésil. J'ai fait un film au Brésil. Vous voyez comme quoi cette synergie de ce qui se passe dans une école de cinéma, tout d'un coup, ouvre des horizons. Mais eux-mêmes ont fait des films. Ngangura s'est installé en Belgique, a fait des films.
sur le Congo, entre autres, et pas seulement, mais à partir de la Belgique. Brahim était en Belgique, en France, en Algérie, il était un peu entre les trois pays, etc. Donc cette mouvance, je pense, a été extrêmement créatrice pour nous tous. Et c'est là que se sont tissés des liens qui perdurent aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai ici un ami, Mohamed Salarassa, que j'ai connu à l'IAD en 71. Voilà, et on se retrouve aujourd'hui, évidemment, en toute fraternité, après autant d'années. Voilà, ça c'est des liens formidables qui scellent cette grande famille du cinéma qui dépasse les frontières. Mais je n'ai pas pu répondre sur l'analyse thématique précise du cinéma belge et de toutes ces... Mais c'est une mosaïque. La Belgique est un pays bâtard. Oui. Il a été créé de manière totalement bâtarde. C'est un consensus des grands pays qui ont finalement pris ce petit pays tampon au milieu, qui les départageait. Il a été occupé par tout ce qu'on peut imaginer. Je ne vais pas faire la liste de tous les pays qui ont occupé la Belgique. Donc on n'a pas ce problème d'identité, d'où cet humour qu'on a aussi, cette distance, voilà, par rapport au réel et par rapport au cinéma. C'était intéressant. Monsieur Christian. Merci beaucoup. Thierry vient de m'ôter un mot de la bouche, mosaïque. Donc ça paraît abstrait, c'est très concret, et ça parle certainement ici aux Tunisiens, compte tenu de leur histoire patrimoniale, la mosaïque. Eh bien, chez nous, on est peut-être moins versé dans ce type d'art, mais ça correspond assez bien effectivement à une réalité historique, sociale, culturelle, linguistique, parce qu'on est un pays composite, on a quand même 3 langues dans le pays, il y a une langue minoritaire qui est l'allemand. Mais voilà, en tout cas, ça correspond bien à cette réalité. Heureusement que j'étais précédé sur cette question-là par 3 éminents orateurs, et je commencerai par Sarbi qui me dit mais le cinéma belge est assez indéfinissable. J'aime bien cette expression-là, indéfinissable. De l'indéfinition à la mosaïque, il y a beaucoup de choses. Moi, je dirais très modestement, parce que je ne suis pas un spécialiste, on est très bien entouré pour cela, mais moi je suis certainement le moins spécialiste ici, mais je dirais que à travers cette indéfinition, cette mosaïque, il y a peut-être deux composantes qui ressortent. À la fois le fait qu'on a une approche d'un cinéma du réel, et Thierry le mentionnait à travers notamment la reconnaissance du cinéma documentaire belge. Je pense qu'on peut citer Henri Storck, Borinage, qui est certainement un des films fondateurs de l'histoire documentaire belge dans les années 30 avec Borinage. Voilà un marqueur parmi d'autres. Et peut-être, et je ne sais pas si c'est contradictoire, mais en tout cas, on retrouve dans cette mosaïque aussi, bien qu'on fasse du cinéma très sérieusement sans se prendre au sérieux, comme le disait Sarbi, on retrouve aussi une capacité d'avoir un regard très décalé, voire complètement déconnant, ce qui fait aussi, je dirais, une certaine caractérisation du cinéma, ou en tout cas de la création cinématographique, audiovisuelle et même plus largement belge. C'est ce côté déconnant qu'on peut retrouver et qui, en tout cas, on retrouve aussi à travers différentes formes artistiques en Belgique. Et je pense qu'il y a une certaine belgitude à travers cela, et je le dis assez simplement, en tout cas sans forfanterie. Pour revenir à ce que disait Hassan Daldoul, les marqueurs dans l'histoire aussi, notre histoire commune, nous sommes 2 pays, 2 petits pays, en tout cas géographiquement et numériquement. Bon, la Tunisie, c'est quand même 5 fois et demi la grandeur de la Belgique, hein, donc c'est quand même pas si petit que ça, mais c'est un petit pays à l'échelle du continent africain. Mais on retrouve sa grandeur à travers son histoire, sa civilisation. Bon, je ne vais pas vous la faire, mais vous la connaissez mieux que moi. En tout cas, donc c'est pas par hasard qu'on se retrouve ensemble aussi, en tant que petit pays numérique, sous la forme démographique, à se retrouver aussi dans un océan
surtout aujourd'hui avec les concentrations financières, on se retrouve à travailler ensemble et à quand même à sortir du lot, chacun de son côté, parce que je pense que le cinéma tunisien, il a son histoire bien évidemment, et ces dernières années on a pu peut-être davantage assister à une reconnaissance artistique qui était vraiment attendue de la Tunisie, et c'est tant mieux. On retrouve donc cette empreinte du cinéma tunisien notamment dans les festivals. Donc, en tout cas, il y a une reconnaissance artistique du cinéma tunisien. Et du côté belge, comme cela a été dit par Thierry et par Sarbi, on retrouve effectivement une empreinte assez forte. Elle est fictionnelle, elle est documentaire, elle est long-métrage, elle est court-métrage aussi. Et donc, effectivement, on peut saluer que malgré cette petitesse, entre guillemets, on peut retrouver quand même une forte empreinte. Alors, pour revenir aux relations bilatérales, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi en tant que diplomate ici, en tant que délégué Wallonie-Bruxelles en Tunisie, et en tant qu'animateur de coopération, on est dans différents domaines de coopération. Et bien sûr, le cinéma, c'est certainement, je dirais, une boussole très forte dans notre coopération. Thierry le mentionnait, il y avait la présence tunisienne, notamment d'un ami qui est ici dans la salle. On l'a rencontré il y a 50 ans sur les bancs de l'école, si je puis dire. Et bien donc, on en retrouve d'autres. Hein. On en retrouve d'autres qui étaient aussi à l'INSAS à la fin des années 60. Sarbi s'inscrit un petit peu aussi dans ce mouvement-là, puisqu'il est installé en Belgique depuis une douzaine d'années. Il est en activité professionnelle dans la post-production. Donc voilà, donc, tout cela nous réunit. On a quelques noms avec des films qui sont des films marquants, des réalisations et des coproductions tuniso-belges. Il y a Heidi, qui était Ours d'argent, je pense, donc à Berlin en 2016. Il y a Fatwa, avec une coproduction des frères Dardenne et de Mahmoud Ben Mahmoud, Tanit d'Or en 2018. Noura Rêve, Tanit d'Or également, c'est quand même une coproduction trilatérale, puisqu'il y a la présence française, mais voilà, c'est une coproduction aussi marquante qui réunit la Tunisie avec la Belgique et avec sa partie francophone. Plus récemment encore, L'homme qui a vendu sa peau. Voilà. Donc, on peut citer comme ça des exemples récents, mais qui viennent montrer que très certainement, il y a comme ça des réalisations fondatrices qui en appellent d'autres. Et donc, par ce fait, je tiens à saluer l'initiative des JCC à travers cette vision Belgique, qui a remercié en tout cas Rida Berry et Kamel Benaounès et les équipes qui ont travaillé, en tout cas à réunir une programmation du cinéma belge, principalement francophone. Il y a un film plutôt de production flamande qui est également donc, à l'affiche. En tout cas, donc, ça signifie qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard puisque l'histoire se construit, elle se tisse. Chacun vient avec ses bagages artistiques, techniques, dans les contextes donnés, des contextes économiques qui sont aussi difficiles. Bien sûr en Tunisie, mais également ailleurs en Europe et en Belgique, on n'y échappe pas. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard, notamment dans des approches plus concrètes, pour voir comment avancer dans les liens qui se tissent. On pourra en parler aussi avec Slim Dargachi, puisqu'on travaille avec le CNCI, et on a un accord de coproduction qui existe, il faut le mentionner aussi. Oui. C'est un accord qui a 25 ans et qu'on est en train de réviser pour l'actualiser afin de mieux répondre encore aux besoins des professionnels tunisiens et belges. Donc tout ça contribue à une dynamique et je pense que ça enrichit les cinématographies respectives, tunisiennes et belges, et nous on est très heureux d'y participer. Merci. Merci à vous. Un mot à nous dire, Céline Galépin. Oui, bien sûr. En fait, moi, du point de vue de réalisateur et producteur tunisien, bien sûr, je suis le cinéma belge avec de grands yeux. Je pense que je peux parler pour une bonne partie des réalisateurs ici en Tunisie. Pourquoi on veut travailler avec les coproductions belges? Parce que pour nous, c'est un vrai gage de qualité esthétique
et de production qui est aboutie. Donc, et j'en veux en fait pour preuve les coproductions qui se font ici en Tunisie. Parce que si on regarde le film par exemple de Yen Boujema, Nola Rêve, ou bien si on regarde les films de Mohamed Attia, on voit très bien qu'il y a aussi bien sûr la compétence tunisienne et le savoir-faire, mais on voit aussi qu'il y a des transmissions de dispositifs, de choses comme ça. En fait, il y a des influences qui se font. Et donc, il y a ça qui est important. Donc, c'est pour ça que c'est super attractif pour nous. Mais il y a aussi tout le côté technique de la post-production qui est, je pense, le cinéma belge. Il a cette caractéristique aussi, cette réputation d'avoir une finition de film qui est parmi les meilleurs. Donc ça, c'est un premier volet. Et puis un deuxième volet, moi, en tant que producteur aussi tunisien, dans un pays où, voilà, vous l'avez dit, et Christian l'a très bien dit, qui est un petit marché, on va dire, local. Donc c'est assez semblable par rapport à la Belgique. Hein. La Belgique, c'est une population de 12 millions à peu près, je crois. Donc à peu près, c'est comme la Tunisie. Et aussi, elle évolue dans un espace qui est francophone, par rapport à la partie wallonne en tout cas. Nous aussi, en fait, en Tunisie, on évolue par rapport à un espace qui est arabe, donc arabophone aussi. Donc il y a beaucoup de similitudes comme ça au niveau du potentiel de marché. Et je ne peux pas, en fait, ne pas voir que l'histoire récente du cinéma belge, elle a eu un sursaut. Parce que c'est vrai que dans les années 2000, je crois, il y a eu une multiplication des films. Donc c'est une expérience pour moi qui est très intéressante à voir de près. Et notamment justement grâce à des outils et des mécanismes justement fiscaux qui ont fait que ça a permis aussi cette transition. Donc moi je regarde ça avec beaucoup d'attention parce que nous on est aussi dans un processus d'industrialisation du secteur. Et donc pour nous c'est super intéressant. On pourra en parler après en détail si c'est possible par rapport à ça justement. Oui, on va y revenir. Sarah Labidi, qui est aussi notre invitée ce matin. On vous passe le micro. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Qu'est-ce que je peux dire sur le cinéma belge? C'est un cinéma, je pense, décomplexé. C'est ça le mot. C'est-à-dire que décomplexé est aussi réconfortant pour nous, cinéastes du Sud. Moi, si je donne un scénario à un producteur belge ou une productrice belge, j'ai pas de complexe. Et le retour, même si bien sûr c'est toujours quand on donne un scénario à lire, c'est pour avoir un feedback, pour avoir des remarques, pour avoir une autre lecture, mais il y a des choses qui se passent entre nous de l'ordre de l'affinité, on se rejoint en fait sur plusieurs niveaux. Et ça, c'est très important. Le fait qu'on ait tous les deux de petits pays, je pense que ça fait que on se ressemble dans des thématiques qu'on veut traiter dans le cinéma, et aussi dire que c'est toujours possible de faire un autre cinéma différent des autres pays européens, et on peut s'autoriser à faire des films à petit budget, de faire des films qui sortent des sentiers battus, et à faire des films aussi dans notre cuisine, sans des gros budgets, mais on reste... mais ce qui est important aussi, c'est cette exigence. Même si on veut faire des films à petit budget, ou bien des films qui pas forcément doivent plaire aux distributeurs ou bien à un public large, il y a un souci très important de faire bien les choses, et de faire les choses à une échelle humaine. Ça, je trouve que c'est extraordinaire dans le cinéma belge en général. Et moi, moi j'ai fait mes études aussi à l'INSAS. C'est une expérience pour moi qui a vraiment changé mon regard vers le cinéma, et aussi
m'a ouvert les yeux sur d'autres cinémas et d'autres possibilités. Et il m'a donné aussi une certaine confiance de dire oui, on peut rêver et on peut aussi faire des films différents. Et ça, c'est très important. Après, bien sûr, on aimerait et on souhaite toujours faire appel à la Belgique pour faire nos films pour la coproduction, mais on est confronté à des problèmes, bien entendu, comment dire, des contrats, du budget, aussi, mais ce décalage financier, ce décalage économique entre le Nord et le Sud, qui fait que même si il y a toujours des portes ouvertes et toujours des envies de faire des films ensemble, le fait d'avoir ce décalage économique, ça rend les choses un peu plus difficiles. Et peut-être il faut penser à ça dans les années à venir. Je ne sais pas moi, instaurer comme le fonds franco-tunisien par un fonds belgo-tunisien, là où les choses deviennent plus accessibles pour tout le monde et où l'argent peut être dépensé du côté tunisien ici en Tunisie et aussi du côté belge. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre, mais voilà, moi, mon expérience à l'INSAS, puis maintenant l'expérience professionnelle que je suis en train de vivre avec mes projets, me laisse très enthousiaste par rapport à l'avenir et il nous donne des ouvertures très importantes pour nous. Merci Sam. Maintenant, on va s'attarder sur les conditions de production et de diffusion du cinéma belge. Et on aimerait écouter M. Hassan Beldoul, qui nous fera part de son avis sur ça. Tout d'abord, je voudrais revenir un peu à cette histoire de relation à partir du film de notre ami Le fils de Amr est mort. Ce film, parce qu'il est historiquement très important. Ce film raconte l'histoire d'un pickpocket tunisien dans les tramways bruxellois. Ce Tunisien est d'une origine, disons, berbère. Et le réalisateur du film, à l'occasion de ce fait, voulait enquêter pour aller dans le pays de ce personnage pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est la rencontre, en fait, Jean-Jacques Andrien, c'est la rencontre de deux minorités, la minorité belge avec la minorité berbère tunisienne. Et le film se passait à Chnenni. Chnenni, c'est un petit village dans les confins de la Tunisie, au sud, sur une petite colline, à quelques kilomètres, disons, de l'Algérie, du Sahara. Ça veut dire, c'est la rencontre, en fait, de deux minorités. Une belge dans l'espace francophone, qui à l'époque, il faudrait bien le reconnaître, n'était pas reconnue, parce qu'elle était dans la main, disons, de toute l'économie française, même en tant que marché. Et ce personnage, cette civilisation qui vient de loin. Alors, pour vous dire, ce film, parce qu'il y a un Tunisien, et à ce moment-là, il n'est plus arabe, il est tunisien, le responsable de la Tunisie du cinéma à l'époque, un sinistre personnage, pas la peine de citer son nom, est venu me dire « j'interdis le tournage de ce film ». Il a fallu l'intervention du ministre de la Culture, et il faut lui, c'est quelque chose de très important, c'est Mahmoud El-Massadi, qui m'a convié à son bureau pour me dire, Sidi El Douk, qu'est-ce qui se passe?
Je lui dis, écoutez, votre personnage, votre directeur du cinéma veut interdire le tournage de ce film. Moi, en tant que Tunisien, j'investis de mon propre argent. J'ai introduit la SATPEC, la société d'État, là-dedans, avec des techniciens qui ont participé dans la production avec leur salaire. Eh bien, nous estimons que ce film doit être fait. Il a introduit le responsable de l'époque donc à son bureau pour lui expliquer, pour lui demander pourquoi il interdit le tournage de ce film. Et ce responsable lui dit, parce que c'est un film contre la Tunisie, il n'aime pas la Tunisie. Alors du coup, Messaadi, qui est un éminent écrivain, me fait le clin d'œil, se retourne vers moi et me dit, c'est Hassan, est-ce que vous détestez la Tunisie? Je lui dis, non, je suis tunisien, je ne peux pas détester la Tunisie. Il se retourne vers son responsable et lui dit, c'est Hassan, vous voyez, il ne déteste pas la Tunisie, alors donnez-lui l'autorisation de tournage. C'est comme ça qu'on a eu l'autorisation de tournage. Pourquoi c'est important? Parce qu'à la suite de cela, il y a eu l'accord cadre de coproduction, le premier dans son genre, entre la Belgique et la Tunisie, signé par le même ministre de la Culture, c'est Mahmoud Messaadi. Vous voyez les relations, ça veut dire que nous sommes une minorité dans le banc, disons, de la culture arabo, et on développe à l'époque, on aide la minorité berbère pour qu'elle ait son point de vue, qu'on parle d'elle, parce qu'elle existe, elle fait partie de nous. Nous ne sommes pas seulement des arabo-musulmans, nous sommes aussi des berbères, nous sommes un mélange très important dans notre culture, exactement comme il se trouve en Belgique. Alors, naturellement, c'est Messaadi a plus tard eu l'occasion de signer 2 ans plus tard le premier accord de coproduction avec la France. Vous voyez, nos relations ont été toujours privilégiées dans ce sens que nous représentons quand même dans l'ensemble des minorités et nous sommes obligés d'être sincères. Maintenant, pour revenir au problème de la production, j'ai eu des problèmes avec des amis belges. Et ça a donné, par la suite, parce qu'il y a toujours des fonctionnaires, évitons les mots, parce que j'ai généralement des mots très durs, pour ne pas dire débiles, pour ne pas dire non intelligents, allez, c'est plus facile. Le grand problème est le suivant. Un chef opérateur en Belgique touche un salaire de X. Il va fournir le même travail qu'un chef opérateur tunisien. D'ailleurs, le hasard fait qu'ils sortent de la même école, de la même année. Quand on prend un chef opérateur tunisien, son salaire dans le devis du film représente généralement le tiers, les 2 tiers. Comment vous allez faire la coproduction? Quel est le partage du monde? Au niveau de la valeur du travail fourni dans la production, qui est la même valeur, technicien, un chef opérateur, un chef monteur, un chef... C'est-à-dire, les mêmes techniciens représentent, selon l'économie du pays, à des niveaux différents. Pourtant, leur valeur est la même, ou elle est, disons, semblable, pour ne pas dire exactement la même. Or, ça donne que, quel que soit l'apport tunisien, quand on le comptabilise au monétaire et on le traduit au niveau de la variation d'échange, vous allez trouver que, quelle que soit l'importance d'un apport tunisien, qui devait être, disons, à 50% ou à 40% ou à 60% disons, de l'intervention dans le film en tant que valeur, eh bien, elle devient de 10% dans le budget total du film. Vous voyez, ça devient un grand problème. Et ça a créé un grand problème parce que j'avais devant moi le représentant des frères Dardenne dans un film, et ça a fait quoi? Ça fait que le film ne s'est pas fait. Parce qu'il y a une attitude ridicule d'un bonhomme qui ne comprend rien à la production, qui est un petit fonctionnaire de la production. Or, la production de film, c'est un projet. Un film est un projet, comme un projet de société. Et s'il faudrait le reprendre dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faut arriver à l'équilibre
entre l'apport de l'un et l'apport de l'autre. Et surtout, nous avons un problème énorme dans ce pays. Nous n'avons jamais eu une vraie politique culturelle. Je regrette. Je l'ai dit à tous les ministres. Nous n'avons jamais eu une politique cinématographique. C'est pas vrai. Même si la loi et les lois qui existent déterminent, nous sommes parmi ceux qui ont créé le premier fonds au développement cinématographique. Par une partie de la recette. Ce fonds a été utilisé pour faire l'image du pouvoir du président et ses acolytes. Elle n'a jamais servi réellement, et même les films que la SAPEC produisait à l'époque, c'était des films de pouvoir, montrer ce que le pouvoir fait. Et non, on arrachait les subsides pour faire des films géniaux comme Les Demain de Brahim Babaï, Feu Brahim Babaï, et d'autres films de très haute qualité, s'il faut on les reprend la main. Maintenant, c'est des films de très haute qualité. Mais naturellement, on n'a pas pu arracher les films pour la fiction. On est arrivé dans les années 80 à pouvoir faire des films, parce que j'étais à Paris et que j'ai trouvé de l'argent pour Halfawin, pour un tas d'autres films, pour pouvoir les financer. Vous voyez, et le problème, c'est qu'en Tunisie, c'est un problème de marché. Je vous donne des chiffres. En 1956, il y avait en Tunisie 126 salles de cinéma. En 1970, il y avait 35. Pourquoi? Parce que la débilité du ministre des Finances et de tous les gouvernements tunisiens sont sur le film. Pourquoi? Ils ont peur du film. Eh bien, sur le billet, il y a entre 48 et 54% de la recette qui va où? Qui va à l'État. Qu'est-ce qui reste pour le producteur? Rien. Ça veut dire qu'on a continué ce qui était avant. Il a fallu des années et des années. Il y a un combat énorme pour pouvoir amener l'État. Et naturellement, les salles ont fermé. Il y a 10 salles. J'arrête là parce que... Oui. Sinon... Avant de parler de production, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Salim, mais surtout, c'est que prendre la parole après Sersen, c'est un statut assez spécial pour moi. En fait, j'ai débarqué en Belgique en 2008. Et le hasard fait que la post-production du film sur lequel j'ai travaillé en Tunisie se finissait en Belgique. Et coïncidence, effectivement, mon trajet a suivi le trajet de ce film. Et je croise, le film se faisait dans un studio, pour ne pas le citer, Studio L'Équipe. Je croise Sersen Deldou. Je pense que moi je le connaissais, lui pas. Et c'était quelque chose, les réalisateurs et les producteurs tunisiens que je croisais à Studio L'Équipe, ça m'avait marqué. Et en fait, la Belgique était synonyme de beaucoup de films tunisiens, de post-production aussi, alors au-delà de la production. Et c'est vrai que 13 ans plus tard, je participe à la production d'un documentaire belge, et là, hasard des choses, j'arrive à inviter le réalisateur et l'équipe du film à faire leur post-production en Tunisie. Et ça m'a touché. Je me suis dit, 13 ans plus tard, c'est des films belges où leur post-production se passe en Tunisie. Sersen parlait de l'équilibre et d'un rapport sain entre ces deux pays chers. Ça passe aussi par une réflexion, de la confiance. Effectivement, il y a l'aspect monétaire. Le dinar vaut beaucoup moins que l'euro, mais les techniciens tunisiens ont autant de valeur. Et c'est vrai que cette exigence, cette envie, elle est toujours là et ça se transmet aussi. Et que de réalisateurs belges font confiance à des techniciens tunisiens pour faire la post-production de leurs films, 13 ans plus tard, ça me touche. Parce que je n'osais pas le faire tout de suite. C'est vrai que c'était plutôt dans l'autre sens. Je ne voyais pas une post-production
tunisienne ne pas avoir une touche belge à un moment dans une post-production. Là, c'est l'inverse. Donc, effectivement, il y a des atouts des deux pays, comment les fructifier. Et maintenant, peut-être tout à l'heure, j'avais du mal à définir avec des mots la production belge. Peut-être j'utiliserai les chiffres. C'est peut-être moins d'émotion, les chiffres. Effectivement, la production belge, c'est 34 films, dont seulement 2 nationaux, mais 32 en coproduction. Sur les 34, 30 en coproduction, donc 11 en majoritaire belge. Et effectivement, peut-être pour mettre les choses dans leur contexte, parlons de l'écosystème. L'écosystème de la production belge, effectivement, il y a l'équivalent du CNCI, le Centre du cinéma en Belgique, du côté francophone, il y a le VAF du côté flamand, il y a le fonds bruxellois. En fait, vous allez voir, les intervenants dans le cinéma belge pour la production belge sont multiples. Effectivement, les guichets sont multiples et les démarches sont multiples. Les règles de fonctionnement du VAF, de Bruxelles Screen, de Wallimage, ce sont des fonds différents, sont différents. Donc ça, c'est important aussi pour arriver à la diversité belge, c'est aussi des opérateurs différents. Pour atteindre la diversité et la complexité, il y a peut-être des explications. Peut-être là, c'est plus définissable. Comment arrive-t-on à une complexité et une diversité? Et surtout, au-delà de ces fonds institutionnels, Bruxelles Screen, le VAF, Wallimage, et Orimage aussi par rapport à l'Europe, c'est aussi important par rapport au cinéma belge, c'est 50 opérateurs. Les 50 opérateurs, peut-être, ça mériterait même un atelier et une journée, rien que pour aborder la question des opérateurs. En fait, ce qu'on appelle opérateurs, c'est les différents intervenants dans la production et dans l'écosystème belge. Ça veut dire pour des festivals financés, ça veut dire des ateliers de production, des ateliers d'accueil, et je traiterai tout à l'heure une différence entre les deux. En fait, les ateliers d'accueil, c'est un peu comme des mini-centres de cinéma, c'est un peu comme des mini-CNCI qui reçoivent de l'argent du centre du cinéma pour le redistribuer pour des films. Donc, avec des conditions différentes, sans parler des fonds déjà différents de centre de cinéma. Par exemple, on parle d'une autre manière de faire le cinéma. Le centre du cinéma a prévu ce qu'on appelle la production légère. Il y a des gens qui ont du mal à écrire un scénario, des gens qui ont du mal à écrire un découpage, un dossier de production élaboré. Et le centre du cinéma a prévu l'aide aux productions légères. Ça veut dire le dossier est moins élaboré éventuellement. C'est-à-dire la commission prend en considération la démarche même de production du film et accorde certes des fonds moins importants, mais qui sont souvent suffisants. Et beaucoup de ces films-là font des grands festivals. Je cite par exemple Simon Gillard, qui a bénéficié de cette production légère, où le film a été à l'Acide à Cannes. Et du coup, pour revenir au fond aux ateliers d'accueil et l'atelier de production, les ateliers de production, il y a plus de 10 opérateurs qui vont offrir des aides à la production sous forme de services. Par exemple, des techniciens salariés et des techniciens de prod et de post-production et du matériel, et c'est des aides apportées sous forme de services. Et en fait, ces 50 opérateurs entre ateliers d'accueil, de production, de festivals, font cette diversité de production. Et pour, je passe la parole pour continuer. Du coup, j'ai le micro là. Thierry Échet, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, justement, pour rebondir sur les problèmes de financement, enfin de coproduction, enfin, le problème intrinsèque à la coproduction qui est l'augmentation du budget en fait, du film. Parce que c'est comme ça, les pays coproducteurs, notamment européens, ils ont le plus souvent une obligation de dépenser leur argent dans leur pays. En fait, c'est quasiment tout l'argent presque. Et c'est vrai que c'est un problème parce que ça augmente le budget du film sans pour autant forcément le boucler.
Et en plus, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes qui sont, par exemple, il y a des départements qui peuvent être pris en charge par la coproduction. Il y a même des techniciens qui peuvent être pris en charge par la coproduction. Mais arrivé à un certain moment, il y a des départements où on a besoin de comprendre plus, être plus imprégné dans la culture du film où il se fait. Je ne dis pas qu'en Belgique ou dans un autre pays coproducteur, on ne va pas trouver quelqu'un. Je prends un exemple concret, par exemple. Si on choisit le département de costume, et si c'est un film d'époque, il date un petit peu en Tunisie, le chef costumier tunisien, je pense qu'il aura plus de facilité à concevoir les costumes. Peut-être qu'un chef costumier belge aura plus de temps à acquérir pour comprendre plus la culture, pour étudier. C'est possible, bien sûr. Mais je veux dire, ça augmente aussi, si on augmente le temps, ça augmente le budget. Enfin bref, c'est un problème vraiment intrinsèque à la coproduction. Donc peut-être il faudrait introduire de la flexibilité par rapport à la dépense de ce budget-là sur justement le pays qui accueille le film. Sinon, ça basculerait vers un film qui serait un film, il deviendrait à ce moment-là européen, mais ça pose aussi des problèmes intrinsèques à la production européenne où il faut que la production soit en majorité, en grande majorité européenne. Donc, c'est vraiment voilà, c'est des problèmes intrinsèques. Voilà. Est-ce qu'il Alors, je ne connais pas la situation tunisienne, mais il faut se rendre compte que un des problèmes, j'en ai un petit peu abordé tout à l'heure, fondamental du cinéma, c'est la rencontre avec le public. Personnellement, je pense que faire des films pour les étagères ne sert à rien. Et faire des films uniquement pour les festivals, pour dire voilà, j'ai eu 5 prix dans 5 festivals internationaux d'auteurs, mais la sortie en Belgique a fait moins de 1000 entrées. C'est aller vraiment dans le mur. Et donc qu'on doit toujours lier l'un à l'autre. Et quand on parle production, il faut déjà imaginer la distribution, la promotion, la carrière internationale, la dynamique qu'on pourra impulser pour aller chercher, non pas le public, mais parce que je pense que chaque film a son public. Les gens qui vont voir le film des frères Dardenne ne seront pas les mêmes qui vont voir un film de Joachim Lafosse. Donc, mais qui ait cette volonté de lier les deux. Et rencontrer le public, c'est pas seulement les salles, c'était les salles, bien sûr, mais le nombre de salles s'est raréfié. Enfin, en Belgique, on ne se plaint pas, on a un réseau de salles d'arrêt d'essai qui est quand même assez exceptionnel. Une ville comme Liège, donc on est dans une ville dont le Grand Liège, incluant toutes les communes environnantes, fait 600 000 habitants, mais on arrive quand même à avoir 9 salles, enfin c'est 3 complexes, 9 salles d'arrêt d'essai qui programment de 14h à 23h tous les jours. Ça fait un nombre invraisemblable de films et ça fonctionne. Et il y a un public, il y a un vrai public. Au centre-ville, c'est le cinéma d'arrêt d'essai qui récolte plus de public. C'est inimaginable. Mais il y a derrière 3 décennies de travail acharné d'une équipe qui est d'ailleurs une équipe en autogestion, de passionnés de cinéma, qui ont réussi à fidéliser ce public, à avoir un journal qui est distribué massivement, à trouver les financements pour moderniser les salles, c'est la plus belle salle qu'on puisse imaginer. Voilà, et de travailler avec énormément d'associations. Ils ciblent pour chaque film, tiens, tel film, ça va être Joachim Lafosse, on va aller voir dans les milieux psychologie, questions familiales, questions, en fait, tout ce monde-là. Tiens, tel film, c'est lié à l'école, on va voir avec les syndicats d'enseignement, avec tous les réseaux qui peuvent s'intéresser à ces questions-là. Ça, c'est un travail fabuleux aussi qui est fait. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, parce que capitalisant sur un film, un public qui n'est pas nécessairement un public qui va au cinéma, et qui va découvrir ces salles de cinéma, qui va découvrir la dynamique de ces salles de cinéma aussi, ils ont réussi une chose, c'est que les cinémas sont liés à des lieux, on va dire, culturels, des cafés où il peut y avoir suffisamment grand, avec un espace où il peut y avoir des concerts, il y a régulièrement toutes les fins de semaine, etc. Donc c'est devenu un vrai lieu de vie. Et ça, c'est fabuleux. Donc
il faut penser le cinéma dans toute la chaîne. Alors, ça c'est pour les salles, mais c'est vrai que la diffusion, c'est aussi les télévisions. C'est très important de voir, et en Belgique aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui a commencé par des films très low budget, mais de téléfilms, qui sont de qualité aussi bonne, si pas meilleure que certains films de fiction. Et il y a évidemment aujourd'hui la VOD et tout ce qui est possible par les films à la demande sur les chaînes de diffusion cryptée. Donc voilà, c'est toute une logique. Il ne faut plus rester évidemment attaché uniquement au cinéma de salle, ce qui était le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais on garde un réseau, en tout cas, de salles d'arrêt d'essai qui est vraiment, vraiment remarquable côté francophone. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous en Tunisie. Merci Thierry. Nous passons maintenant aux échanges et aux opportunités entre les deux pays. Monsieur Christian Salins, il y a une convention de coopération qui a été mise en opération et élaborée entre la Tunisie et Wallonie-Bruxelles. Pouvez-vous nous en dire plus? Merci. Donc on évoquait tout l'historique qui remonte il y a presque 50 ans de cette première coproduction, et puis il y avait d'autres projets, certains projets ont avorté, puis il y a quand même d'autres qui ont pu se faire. Donc on arrive, à travers cette évolution, on arrive à l'accord de coproduction de 97, 97. Je ne sais pas les éléments pour faire un bilan 25 ans après, mais en tout cas, les films que j'ai cités tout à l'heure viennent s'inscrire quand même dans cette dynamique de coproduction. Et donc, à défaut d'avoir un fonds, comme ça avait été proposé notamment par Sarah Abidi tout à l'heure, on verra si on y arrivera un jour, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, l'accord de coproduction, à défaut de mettre en place un fonds spécifique, un fonds bilatéral spécifique, permet en tout cas de réunir les acteurs, les techniciens, les coproducteurs, et donc de mettre en place un écosystème favorable et d'accéder aux différents mécanismes de soutien, de financement, dans un environnement complexe chez nous en Belgique. Et bon, Sarbi l'a cité tout à l'heure, et effectivement, chez nous, c'est le cas. On est devant une complexité, une mosaïque complexe en Belgique, mais qui fonctionne néanmoins. Donc il y a un certain nombre de films qui ont pu se faire à travers cela. Je crois qu'il y a d'autres films qui sont en train de solutionner aux différents moyens de financement du centre de cinéma et de l'audiovisuel. Hein. Donc voilà, donc cette dynamique est en cours. Alors, en complément de cela, on essaye de travailler aussi sur des facilitations de rencontres. Il y a eu des journées professionnelles qui ont pu être organisées en mars 2020, juste avant la survenance de la crise Covid chez nous. Mais donc, il y a eu une délégation tunisienne d'une douzaine de personnes organisée avec le CNCI qui est venu chez nous et qui a participé à des rencontres professionnelles. On devait avoir un match retour l'année dernière, qui n'a pas pu se faire en raison de la situation sanitaire. Malheureusement, pour cette édition-ci, les JCC non plus, mais je pense que ce n'est que partie remise et j'espère qu'on y arrivera l'année prochaine à pouvoir adosser les rencontres professionnelles tuniso-belges au JCC l'année prochaine. Et donc là, ça réunit producteurs, réalisateurs, scénaristes et autres institutionnels du cinéma, le cas échéant, pour en tout cas faciliter l'émergence d'un certain nombre de projets à travers des rencontres professionnelles qui sont organisées. Il y a une dimension institutionnelle, et donc là, c'est le CNCI, c'est le Centre du cinéma et de l'audiovisuel Wallonie-Bruxelles. Les relations sont suivies, les rencontres professionnelles sont donc, en tout cas, un des résultats de cette coopération institutionnelle. À côté de ça, il y a le travail des cinémathèques. Il y a donc la cinémathèque tunisienne qui est en relation avec la cinémathèque royale de Belgique.
Un certain nombre d'idées ont été esquissées sur des rencontres techniques, sur l'accueil, de l'immersion aussi de techniciens tunisiens chez nous, un travail sur la numérisation, un travail sur l'archivage. Il y a eu aussi la perspective aussi de travailler sur peut-être aussi une sélection de films destinés à la restauration. Il y a eu donc ce film les baliseurs du désert, qui ont été un film qui a été restauré il y a 3-4 ans grâce à la Cinémathèque royale de Belgique. Les baliseurs du désert, c'est ça que je dis, oui. Et donc voilà, donc, ce grand classique du cinéma tunisien, voilà, qui a été, et d'ailleurs qui a été montré à plusieurs reprises lors des JCC il y a 3 ans. Voilà, donc ça il y a un travail des cinémathèques, et on doit reprendre un petit peu on doit reprendre notre bâton de pèlerin, puisque ce qui avait été projeté en 2019 n'a pas pu se réaliser en 2020-2021 pour différentes raisons, et notamment la crise sanitaire, évidemment, n'a pas facilité les choses. Et puis alors il y a un troisième volet qui n'est pas moins important, qui est le volet formation, qui est le volet académique. Et donc là, il y aura d'ailleurs prochainement, ici dans les jours qui viennent, des enseignants de l'INSAS qui viendront à l'ISAM, ici la semaine prochaine, et puis fin novembre, et puis en janvier prochain. Puis il y aura d'autres formations qui se feront en 22 et en 23. Voilà, donc il y a cette dimension-là aussi. Sarbi y a participé aussi d'ailleurs il y a quelques mois. Et donc tout ça vient en quelque sorte compléter cette dynamique de coopération cinématographique. Et on creuse le sillon. On creuse le sillon pièce par pièce. Et j'espère que dans les mois qui viennent, on pourra aussi conclure cette révision et cette actualisation de l'accord de coproduction. Nous avons accueilli ici, en fin septembre, notre ministre de la Culture, qui a rencontré le ministre de la Culture de l'époque. Ça a changé entre-temps, mais en tout cas, je pense que les prédispositions sont toujours d'actualité, en tout cas, très clairement, du côté du CNCI et du Centre cinéma audiovisuel Wallonie-Bruxelles. L'idée, c'est de pouvoir effectivement conclure cette révision de l'accord de coproduction de manière à pouvoir mieux accompagner les professionnels tunisiens et belges à pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est une mosaïque qui avance et qui se met bien en place, je pense. Merci. Je cède la parole actuellement à Sislem Dergeshi. C'est là. Bon, ce que je vais ajouter par rapport à ce qu'a dit Christian, peut-être je vais vous donner un peu plus de détails par rapport aux 2 conventions bilatérales signées par la Tunisie. Donc la première a été signée en 1976. Donc ça nous a donné un peu l'histoire qui a précédé cette signature, cette convention. Donc c'était une convention entre la Tunisie et le Royaume de Belgique. Et la deuxième convention bilatérale de coproduction a été signée en 1997. Donc c'est une convention qui a été signée entre la Tunisie et la communauté française de Belgique. Voilà, donc ces 2 conventions, comme toute convention de coproduction, elles permettent aux films coproduits tuniso-belges agréés, bien sûr, agréés, c'est-à-dire qui est conforme aux conditions de ces 2 conventions, d'être traités comme film national dans les 2 pays, donc automatiquement de pouvoir bénéficier des avantages qui existent dans les 2 pays. La différence peut-être entre ces conventions, donc en ce qui concerne la convention entre la Tunisie et le Royaume de Belgique, peut-être, je pense, la seule différence, c'est en ce qui concerne les apports, l'apport minimum
des deux coproducteurs. Donc le coproducteur minoritaire doit avoir au minimum un apport de 30%, donc automatiquement 70% pour le maximum pour le majoritaire. Et en ce qui concerne la convention signée entre la Tunisie et la communauté française en 1997, c'est 20-80. On est actuellement justement en train de travailler sur une révision de cet accord de 1997. Donc il y a un projet en cours de préparation et on va notamment réviser la question des apports, entre autres le problème qui a été... ce problème d'évaluation des apports en ce qui concerne la monnaie locale et par rapport à l'euro. Donc, on va actuellement aller vers un minimum de 10%. C'est entre autres parmi les points qui vont être révisés. Je vais répondre par rapport à la question du fonds qui a été posée par ça, là, parce qu'on a fait cette proposition, on a discuté avec nos homologues au Centre de cinéma et d'audiovisuel, et il y a apparemment, en ce qui concerne la réglementation belge, c'est pas possible. C'est pas comme en France où on a déjà un fonds de coprod en Italie, mais en Belgique apparemment ça sera pas possible. Apparemment il n'y a pas de fonds actuellement de coprod avec d'autres pays en Belgique. Voilà. Sinon, nous avons aussi cet accord de coopération qui a été signé pour 3 ans, donc 2019-2023, et comme pour 5 ans, voilà. Donc c'est un accord qui porte sur 3 volets, donc il y a le volet patrimoine, le volet institutionnel et le volet formation, donc comme ça a été présenté par Christian, donc voilà, c'est une mise en contact et c'est des programmes en commun, par exemple, entre la Cinémathèque tunisienne et la Cinémathèque royale belge, les écoles de cinéma, l'ISAM, l'ISAC et l'ESAS, les écoles de cinéma belges, des échanges de stages, et pour que ce soit pour les étudiants, pour les professeurs, et aussi sur le plan institutionnel, tel que l'action qui a été organisée pendant Heures d'hiver, où on a permis à des producteurs tunisiens d'être présents et d'entrer en contact avec des producteurs belges. Et voilà, donc on va travailler sur le 2022 actuellement et 2023. On va essayer de récupérer un peu ces 2 années. Voilà, on a été obligé quelque part les programmes ont été arrêtés. Voilà, donc grosso modo actuellement ce qu'il y a sur le plan officiel aussi. Merci Cécile. Je passe la parole au public s'il y a des intervenants qui veulent réagir. C'est à vous. Rassema, Tarek Sardi, réalisateur et scénariste tunisien, installé à Paris, et du coup, automatiquement, je me suis intéressé au modèle belge ou à de potentielles coproductions avec des Belges et tout, ça tombe sous le sens pour monter mes films. Et effectivement, j'ai tâté un peu le terrain, et ce que j'ai remarqué, c'est que effectivement, les coprods belges, avec le sud économique de la planète, et je me suis spécialement intéressé à la Tunisie, ce ne sont pas des films rentables. C'est des films qui font 1000 lames, 1000 en France peut-être, et qui après sont rachetés par des chaînes télé mineures. Et même si c'est de la bonne volonté, et c'est louable, mais ça aura sa limite, dans ce modèle-là, ça aura sa limite un jour ou l'autre. Et en réfléchissant un peu aux causes de ce manque, effectivement, de confrontation de ces films au public, j'ai remarqué que, quelques cas à part, parce qu'il y a eu plein de petits chefs-d'œuvre, mais quelques cas à part, souvent, c'est des films où il y a une sorte d'orientalisme un peu sous-jacent au texte, un orientalisme qui fait à la fois fuir le public d'ici et le public de là-bas.
Et du coup, peut-être qu'en fin de compte, comme la parité, voilà, j'ai une bonne transition, comme la parité, peut-être penser effectivement à la représentation ethnique dans les commissions, qui est un vrai problème un peu partout en Europe, hein, c'est pas propre à la Belgique. Du coup, est-ce qu'il y a une pensée dans ce sens-là? Quelqu'un voudrait rebondir sur ça? D'ailleurs, la question a été posée et une étude a été faite par rapport aussi à la diversité culturelle, à la réflexion par rapport à ça. Et effectivement, il y a encore un chemin à faire par rapport à cette vision. Et encore une fois, c'est vrai que le cinéma belge, en tout cas le nombre d'entrées dans le cinéma belge se porte très très bien. C'est la première source de dépenses de divertissement en Belgique. C'est-à-dire quand on sonde les Belges, c'est la première source de dépenses qu'ils estiment pour leur activité non nécessaire. Mais effectivement, dans ce flot d'entrées, les films belges se portent moins bien. C'est plutôt des films étrangers qui vont... Mais quand on dit que des films belges totalisent plus de 600 000 entrées entre les différents territoires, effectivement, ça reste un succès relatif. Mais peut-être l'objectif de la quantité de spectateurs, ça évoluera aussi en Tunisie. Il y a des beaux films qui ne font pas le nombre nécessaire, mais peut-être petit à petit, ils feront leur chemin et on les redécouvrira, je l'espère. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Oui. Oui, donc oui, par rapport à ça, je pense qu'effectivement, Sarbi vient d'apporter un éclairage utile. Je pense qu'effectivement, il y a ce besoin de public, il n'y a pas de cinéma sans public. Je vois que le médecin qui nous a interpellés sur Charlotte, je ne vais pas répondre par rapport à Charlotte, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que je pense quand même que on reconnaît bien le rôle des femmes dans le cinéma. Je pense que les exemples sont multiples. On vient de citer, en tout cas, une parité des réalisatrices mises à l'honneur ici à travers les festivals et notamment, je pense à Cannes, à travers la présence de réalisatrices. Thierry a mentionné tout à l'heure Chantal Akerman. Mais aussi avec cet exemple terrible où il vient présenter un film en première. C'est en première à Mons et le public est absent. Donc on rebondit sur la deuxième question. Mais donc voilà, il y a les réalisatrices, il y a les actrices, il y a les sujets. Et je pense à un autre, pour reprendre un documentaire que certainement Thierry connaît bien, Ni juge ni soumise. Voilà, c'est l'histoire d'une magistrate. Alors, elle est juge, mais le titre porte bien ni juge ni soumise. Elle est dans un rôle, mais n'a pas de jugement, elle, personnel par rapport aux situations sociales qu'elle est amenée à devoir traiter. Et donc on retrouve voilà, les femmes actrices fictionnelles, mais aussi les femmes actrices du réel. Et donc je pense qu'on retrouve bien la part féminine du cinéma belge. Alors vous citez Charlotte, oui, mais bon, je pense qu'entre-temps, il y a beaucoup d'autres femmes aussi qui émergent. Mais voilà, je peux vous retrouver pour la suite, hein, à l'issue du débat, on peut se retrouver autour de Charlotte. Mais voilà. Merci. Ce qu'on vient de parler de Ni juge ni soumise, c'est l'un des films, parce qu'on n'a pas parlé de documentaire, c'est l'un des films documentaires qui a fait un public invraisemblable, qui dépasse 90% des films de fiction. Il y en a d'autres, mais ceux que je fais sont dans ce cas-là. Donc il y a aussi une école documentaire qui a un public, en plus avec des thématiques extrêmement concernantes, donc qu'il faut aller chercher évidemment. Voilà. En Belgique, c'est reconnu aujourd'hui. Il y a une place dans la distribution pour le documentaire. Le prochain documentaire va sortir en Belgique à la mi-janvier.
et va sortir en France à la mi-mars. Alors que je viens de sortir un autre documentaire en septembre. Voilà. Il y a vraiment un circuit. Et donc, je reviens là-dessus. Hein. C'est une forme d'écriture, c'est une forme d'interpellation, c'est une forme d'esthétique, c'est une forme de cinéma qu'il ne faut surtout pas négliger parce que le potentiel est énorme. Et en plus, le potentiel est alors multimédia, ça on peut, c'est clairement. Quelqu'un voudrait prendre la parole? Oui, donc bonjour, je me présente Ayman Zouav, je suis enseignant en cinéma, je me suis spécialisé plutôt dans la théorie, et donc à étudier la relation du cinéma avec plein d'autres domaines en fait. Je voulais rebondir sur cette question de la relation avec le spectateur. En fait, un film, il est dédié au spectateur, il est supposé aller rencontrer les gens dans les salles. Et il y a une question que je me pose, c'est que dans cette rencontre, il y a peut-être un lien social qui se crée. Enfin, c'est un peu partager son point de vue, partager sa vision, sa sensibilité avec les gens. Sauf que j'aimerais revenir à cette question de la dominance des formes classiques hollywoodiennes ou de certains films anglo-saxons en fait, qui privilégient le genre plutôt qu'à la vision très, très personnelle et individuelle au monde. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir une forme de résistance, d'un cinéma qui résiste au fait à cette dominance-là et qui ne tient pas compte des critères de jugement sociaux, au fait, ou majoritaires, et qui ne devraient pas s'effacer, au fait, et céder aux critères, au fait, sociaux, peut-être, de ce que devrait être un film, enfin, de la réussite d'un film. Et pour moi, c'est très important, enfin, de garder ce cinéma minoritaire et ça m'a intéressé l'idée de résister à ça par des actions sociales, des associations, enfin, vous avez cité ça en Liège, et de défendre ça, au fait, et de ne pas tomber dans un schéma purement économique du cinéma. Et que, je pense, et c'est une question de minorité encore une fois, c'est la minorité qui résiste à la majorité et au goût majoritaire. Je pense que le problème il se pose en Tunisie. Il y a des films en fait, que les gens n'iront pas voir. Et il y a des grands cinéastes qui mourront en fait, dans l'oubli. Est-ce qu'il y aurait des solutions par rapport à ça en fait? Dans le même ordre d'idées, si vous permettez, est-ce que le cinéma belge trouve une audience dans le circuit commercial? Je parle de la diffusion, de la distribution, parce que là, c'est un problème majeur pour nous. Est-ce qu'on est en train de faire des films uniquement pour les festivals, et avec des sorties timides, éphémères, qui n'interpellent que les critiques, ou bien il y a une stratégie, parce que le succès ou l'échec d'un film n'est pas lié à la qualité intrinsèque du film seulement, surtout quand il a un message à transmettre, pas uniquement une vocation exclusivement commerciale. C'est en rapport aussi avec les stratégies de marketing. Quelle est la place qu'on trouve dans le circuit de distribution en Belgique pour des films qui viennent du Sud? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'il y a quelque chose qui assure une certaine visibilité aux films du Sud? Parce que la coopération, pour nous, ne doit pas s'enfermer ou se réduire uniquement à la production. Et c'est ça ce qui me semble l'enjeu le plus important. Quel rôle ou quelle stratégie faut-il adopter pour que le cinéma du Sud, entre autres le nôtre, trouve une résonance, une place, si limite soit-elle, une visibilité dans un pays du Nord comme la Belgique? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une réponse?
C'est terrible. C'est une bonne question. Parler de marketing, parler de marché, parler de produit. Mais est-ce que le film est un produit? Pour moi, certainement, c'est un produit. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire un film à distribuer, mes amis? J'ai été distributeur en France, surtout de ces films-là. Vous savez ce que ça veut dire sortir en France un film RSC? Déjà, c'est un investissement d'un minimum de 500 000 francs. Ça veut dire à peu près 75 000 dinars à 150 000 dinars. Et encore, il faut trouver des amitiés très particulières pour pouvoir écrire, et encore des amitiés particulières dans une des chaînes d'A3 généralement, pour pouvoir amener un réalisateur pour qu'il soit interviewé par un média, pour qu'il puisse exister en tant que film. Et encore, aucun de mes films que j'ai distribués en France n'a amorti les investissements que j'ai réalisés en France, à part l'aide. Je parle des investissements propres. C'est-à-dire, le problème du marché est un problème très particulier. Nous parlons de nos films. Je ne parle pas des films belges. Des films qui viennent du Sud. Le public qui est du Sud, qui existe au Nord, ne va pas au cinéma, je regrette. Donc, nous n'avons que quelques particuliers. Et surtout, à l'époque, il y avait les ciné-clubs, il y avait des associations de ciné-clubs, de cinéastes amateurs, il y avait un ensemble très important de cinéma particulier qui essaye de sortir ce type de film pour donner une provenance culturelle différente, et encore, c'était très difficile de sortir un film. Alors, je parle du film belge. Il obéit exactement à un problème. Ça veut dire, le film belge, s'il n'a pas la notoriété de Cannes, ou la notoriété la duplicité d'un certain nombre de médias pour pouvoir porter le film à la connaissance de tous, eh bien, le film, eh bien, il sort dans des petits circuits et arrive à peine à amortir les frais. Alors maintenant, la question se pose est la suivante. Est-ce que nos chaînes de télévision, même à l'heure actuelle, parlent de cinéma? Je sais qu'en Belgique, il y a une petite émission qui va promouvoir quelques films. Est-ce qu'en Tunisie, par exemple, nos chaînes nationales qui fonctionnent de notre argent ont parlé un jour de culture, à moins, ils parlent de chanteurs, oui, parce qu'il y a plus de médias, parce que ça attire plus le public. Mais est-ce qu'ils parlent de culture? Jamais. Ils parlent de politique, des espèces de je ne sais pas quoi, de barbares qui parlent de politique et qui ne comprennent rien à la politique. Je regrette. Alors là, le problème est chez vous, le public. Ça veut dire que vous, en tant que public, vous devez vous manifester sous forme d'association, sous quelque forme qu'il soit, pour revendiquer des films de provenance culturelle différente, y compris de vos propres films, et les soutenir en allant voir le film dans une salle de cinéma, et non pas à la télévision. Parce qu'un film est fait pour être vu dans une salle de cinéma, pas ailleurs. Et donc la responsabilité est plus que partagée. Excusez-moi, je suis un peu énervé, mais je suis énervé depuis à peu près 50 ans. En fait, ce sujet montre encore une fois qu'il y a beaucoup de choses à faire entre la Tunisie et la Belgique. Ce n'est pas une question belgo-belge, ce n'est pas une question tuniso-tunisienne. Ça traverse beaucoup de pays, notamment
la Tunisie et la Belgique. Et effectivement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'outil magique qui résoudrait le problème en une seule décision, en une seule fois. Il y a des gens qui résistent, ici et là-bas, pour que ces films continuent à être distribués, vus, malgré que ce n'est pas des films rentables. Après, il y a des choses qui donnent espoir. Quand on voit la fréquentation UCC, on voit que des films exigeants peuvent ramener un public. Il reste la question du lien, comment créer le lien entre les festivals et tout le reste de l'année. C'est un défi qui est en commun entre ces deux pays. Il n'y a pas de secret, il faut ramener le public. Je pense qu'une des choses qui ramène le public, c'est aussi l'envie de se rencontrer. Il n'y a pas une concertation. Les gens s'intéressent parce qu'il y a d'autres aussi qui s'intéressent. Et cette concertation, cette communication, ce lien entre le public doit se faire. Il y a des résistants partout. J'ai envie de citer des cinémas de proximité en Belgique comme Cinéma Galerie, le Kinographe, la liste est longue. D'autres qui ne résistent pas, qui sont enfermés malheureusement après le Covid. En Tunisie aussi, des salles résistent malgré les difficultés. Donc je pense qu'effectivement, là ça prouve que ça peut faire l'objet de réflexions communes entre des Belges et des Tunisiens installés ici ou là-bas pour voir comment ramener le public, comment le ramener dans les salles tout au long de l'année pour des films exigeants qui ne sont pas forcément simples, comme disait un produit peut-être à consommer, j'aime pas le mot, mais qui ne seront pas simples à accueillir, mais qui valent la peine d'être vus. Et donc, effectivement, la réflexion continue, et ça prouve qu'il y a des sujets qui concernent nos deux pays, notamment celui-là. Bonjour tout le monde, c'est Smaïl Lif, producteur algérien. Déjà on se sent un peu plus je me sens un peu plus en difficulté par rapport au terrain d'où je viens, déjà après avoir vu déjà tout ce qui s'organise ici en Tunisie, par rapport à toutes ces relations. Mais pour intervenir sur cette question de distribution, c'était très intéressant tout ce que le monsieur a raconté par rapport à ça. Mais je me dis, en tant que jeune producteur, par rapport à ce sujet, la première chose que je aimais, on va dire qu'on manque déjà de formation par rapport à la distribution. Ça, c'est le premier lieu. On a besoin de se former. Mais après, je dirais qu'il faut qu'on se forme et qu'on se mette à la page. Donc, il faut des mises à jour. Il faut suivre son temps. Parce qu'actuellement, je dis que les gens vont vers un monde beaucoup plus digital. Et c'est là où surgit l'histoire des plateformes. Donc maintenant, les gens, on va dire que les gens ne partent plus aux salles de cinéma, mais ils consomment beaucoup plus de plateformes. Mais ça reste quand même un marché rentable. Donc il faut savoir comment réadapter le public à ce qu'on fasse des sortes de fusion, ouais, entre, je sais pas, salles de cinéma ou plateformes, trouver une combine pour pouvoir rediriger le public. Mais enfin, c'est ça, enfin, on va dire c'est une sorte de mise à jour qu'il faut trouver par rapport au process de distribution. Et la formation qui est quelque chose de très important. C'est qu'on a l'impression déjà que malgré le fait qu'il y a un effort qui a été fait par rapport à la composition de la commission, le dépôt n'est pas paritaire. Mais la question de la parité, en fait, on se rend compte qu'il y a autant de réalisatrices femmes compétentes que d'hommes. La question, c'est comment créer le terrain pour que le chemin inverse ne soit pas produit. Aujourd'hui, il n'y a pas une discrimination positive aux différentes commissions pour qu'il y ait la parité. Mais on se rend compte que finalement, lorsqu'on met l'écosystème favorable à une forme de parité, les choses se font par elles-mêmes. Quand à un moment, rien n'est fait pour que cette situation évolue, effectivement, un bon film, une bonne situation, le statu quo actuel ne favorise pas la place ou l'encouragement. Le cinéma, ça reste quelque chose de sociétalement... En fait, ça reste un monde dominé par les hommes. Et cette problématique,
effectivement, on peut décider, comme dit, il y a une forme, le marché va s'équilibrer, les choses vont se faire par elles-mêmes, ou bien réfléchir à comment évoluer. Donc, moi je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à la question sans arriver à effectivement une forme de discrimination positive contre-productive, mais je pense qu'il faut réfléchir, et le cinéma est réfléchi, et c'est une réponse parmi les autres. On se rend compte qu'effectivement, ces films-là sont aussi bons. Et les sélections au festival le prouvent, le nombre d'entrées le prouve. Donc la commission n'a pas spécialement cherché, bon, je ne suis pas le porte-parole de la commission, mais en tout cas, j'encourage cette initiative pour arriver à une forme de parité, et surtout, c'est une forme d'entrée dans cet équilibre ou en encouragement de la place des réalisatrices femmes dans le cinéma. Quelqu'un d'entre nous voudrait ajouter quelque chose? Pour clôturer, on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation. À la prochaine. أيام قرطاج السينمائية الدورة 32 من 30 أكتوبر ل 6 نوفمبر 2021. نحلم فنحيا.